professeur Archer et porter sur quelque chose que je n'ai pas très bien compris, alors c'est sans doute ma faute. Je n'ai pas très bien compris quand vous parliez de cet élargissement de la notion de diffamation collective qui introduit l'idée de diffamer sur les motifs religieux ou sur la religion. Je n'ai pas très bien compris si c'était une vraie tendance qui existait, parce que je vois bien le lien de dire on va diffamer parce qu'on s'en prend à des croyants, donc à des personnes, c'est-à-dire dire les musulmans sont, les catholiques sont, qui serait un peu l'équivalent de ce que vous disiez sur le fondement racial, c'est-à-dire le fait que les propos racistes finalement qu'on véhicule ont une portée diffamatoire, donc la même chose pour la religion, je comprends bien, mais ce que je ne comprenais pas, c'était l'idée que ce soit sur la religion, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est très important dans une société démocratique de pouvoir discuter des idées. Donc est-ce que c'est quelque chose qui s'est traduit, c'est-à-dire déjà qui serait le diffamé, si on s'en prenait à la religion en tant que telle, est-ce que ce serait n'importe quel croyant qui se revendiquerait de la religion, ou est-ce que ce serait peut-être des représentants de l'institution religieuse? Je ne sais pas, du coup, j'ai pas très bien compris cet aspect-là, si ça vous dérange pas de redonner quelques éléments sur ce point. Oui, j'ai cassé, je crois que vous m'entendez comme ça. Vous pouvez le poser. Toujours, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le poser. Je peux le déposer. C'est assez fort. Sinon, on n'entendra pas. Il a bougé. Non, il est. Je suis là. Merci beaucoup, je me sens protégé. Donc, en fait, j'ai voulu mentionner une difficulté que je n'ai pas inventée, puisque aux États-Unis, dès l'arrêt de 1952, Beauharnais v. Illinois, le juge frankfurter qui traite un cas de racisme, qui n'a strictement rien à voir avec la religion, mentionne la catégorie religion aussi. Donc, en élargissant les catégories, et effectivement, l'argument peut être tenu au sens où les catégories au nom desquelles un raciste, avec son préjugé, traite les gens, les stigmatise, les caractérise, ben, elles sont potentiellement infinies, puisque ça dépend évidemment du préjugé, du fantasme, de la peur, etc., de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on peut imaginer effectivement que des groupes religieux soit aussi caractérisé comme ça et que quelqu'un, effectivement, tienne des propos du même genre, des propos qui ont été tenus sur les Noirs, c'est pas une question de religion, hein, les Noirs, les Noirs du Sud sont baptistes, enfin ils sont souvent, la plupart du temps chrétiens, c'était pas du tout une question de religion, mais ça pourrait arriver, et par exemple, j'ai donné l'exemple d'une attaque d'une mosquée ou quelque chose comme ça, vous risquez d'avoir un croyant, n'importe qui se trouve là, et comme, bon, c'est un musulman puisqu'il est à la mosquée, il risque d'être mis en danger par, si on suit cette logique-là, un discours qui a été tenu de façon générale sur les musulmans. Mais il faut faire évidemment très attention parce que nous avons tous en tête effectivement. Alors ça ceci se retrouve par exemple dans la loi Pleven. On parle aussi, et ça sort, puisque c'est injure, diffamation, ça concerne, c'est pas du tout l'extension de la diffamation des religions, etc. Ça va tout à fait par-dessus bord. C'est l'idée d'un individu qui serait injurié ou diffamé. Donc là, il y a dans la diffamation, il faut qu'il y ait un fait, il faut qu'il y ait une imputation, en raison de son appartenance à un groupe, et puis il y a religieux, ethnique, etc. Enfin, dans beaucoup de législations, on utilise ces différentes catégories de façon, on ne devrait peut-être pas les définir comme ça, ou en tout cas il faudrait faire attention parce que dans le cas précis de la religion, ça peut mener à des dérapages, donc à une sorte de dérive, hein, un peu équivalent à ce que vous disiez sur la dérive de New York Times et Sullivan. Hein, d'abord les élus, et puis les agents, et puis les gens qui ont du pouvoir, et puis les gens célèbres, etc. Donc ça diminue la possibilité pour ces individus de se défendre. Ici, j'ai donné l'affaire Giniewski, qui a quand même été une affaire qui a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison à Giniewski, mais en utilisant le principe de proportionnalité, le fameux balancing dont on a parlé, et je trouve que c'était très inquiétant, parce que au lieu de raisonner comme elle aurait pu le faire, je sais qu'elle est très réticente à faire ça au niveau du but légitime, parce que si vous raisonnez au niveau du but légitime, vous êtes plus dans une logique catégorielle, en disant, voilà, c'est pas un but légitime, donc l'État a violé la Convention. Donc, et il y a toute l'affaire Charlie Hebdo,
ils ont été déboutés, mais enfin les associations musulmanes qui ont voulu faire condamner Charlie Hebdo parce que Charlie Hebdo, par solidarité avec le journal Jyllands-Posten danois, avait republié les caricatures avec la fameuse couverture que vous connaissez. Bon, ben, c'est cette loi qui a été utilisée. Et dans le cas Ginevski, donc 10 ans auparavant à peu près, dans le cas Ginevski, c'était vraiment alors, un débat public sur les différentes responsabilités historiques, idéologiques, religieuses ou pas religieuses dans l'engendrement de la Shoah, du génocide des Juifs, et des Tziganes, qui est quand même une question d'intérêt public fondamentale. Et là, effectivement, on voit un petit peu la dérive possible. Et ça, nous y sommes tout le temps confrontés parce que nous sommes obligés de faire la différence entre une critique de la religion et d'autre part, un discours qui serait considéré comme un discours diffamatoire. Si je suis ça, peut-être qu'il ne faudrait pas utiliser l'expression par rapport à la communauté religieuse. Et je vais simplement dire ceci très rapidement, c'est que c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire que les fameux conflits systémiques qui donnent lieu nécessairement à du balancing, parce que si vous avez deux droits, vous l'avez dit d'ailleurs à propos de l'utilisation de la diffamation avec l'article 8, hein, donc vous devez faire du balancing, ça peut mener à des conflits systémiques complètement fantaisistes. Dans l'arrêt, le fameux arrêt Otto-Preminger sur le blasphème, pour finir, la Cour traduit ce qu'était en Autriche, vous avez une loi anti-blasphème, on ne peut pas porter atteinte à des objets de vénération sacrée, c'est très très clair. Et là, évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme devant appliquer le droit de la Convention, eh bien, elle dit qu'il y a un conflit systémique entre deux droits, entre le droit à la liberté d'expression, l'article 10, et l'article 9, le droit à la liberté religieuse, et elle décide en faveur de la liberté religieuse pour un film qui se montrait à 10h du soir, interdit aux adolescents de moins de 17 ans, etc. Enfin, toutes des choses comme ça. Et surtout, on en a parlé tout à l'heure, la Cour dit, elle rappelle le fameux arrêt Handyside qui dit que les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent sont des propos protégés par la Convention. Elle ne renverse pas la jurisprudence, elle dit c'est toujours bon. Mais s'ils deviennent gratuitement offensants et ne contribuent pas à un débat d'intérêt public, alors on est tout à fait dans ce sujet-là, à partir de ce moment-là, les États peuvent prendre des mesures de limitation. Et là, dans ce conflit systémique, qui est un conflit tout à fait fabriqué et presque sophistique, on se trouve confronté là à un danger extraordinaire pour la liberté d'expression. Donc autant dans ces affaires de blasphème, que dans les affaires dites de diffamation collective, parce que bon, les associations ou les plaignants utilisent la législation qu'ils ont à leur disposition, et donc c'est une bonne intention, quelque part, la loi Pleven, c'est pour protéger les groupes minoritaires, etc. Mais il y a un redoutable potentiel en matière religieuse, puisque la religion encore est une question de choix, de position politique, etc., ce que n'est pas la race, il y a un redoutable potentiel de chimie. Thank you. Autre question? Je voulais remercier Carla pour le formidable effort que tu as fait de parler en français, de démarrer en français. Je voulais te demander si tu pouvais peut-être présenter les éléments clés de la question aujourd'hui, de la confrontation, liberté d'expression, réputation dans le champ de l'ère numérique que tu as abordé à la fin de ton intervention. Et s'il y avait une ou deux idées fortes à retenir, parce que tu as expliqué que les éléments clés étaient toujours présents, mais quand même revisiter en quelque sorte. Donc, si on pouvait avoir sur cette question, voilà, une ou deux précisions. En gaélique. So some of the key presentations that the court has made about how the situation has changed. Okay, well, you have in the Ahmet Yildirim case against Turkey, very important recognition, explicit recognition that the internet is a very important resource for seeking and gathering information and ideas. In another case against Turkey Cengiz and others, there was a recognition that not just professional journalists, but also citizen journalists and academics can make an important contribution to public debate. The problem
in that case, the factual problem was that a number of academics who used YouTube for academic purposes couldn't put their material there due to a blocking of the site. Another decision that was an admissibility decision that was interesting, and ties in with the last slide with the minions and the Trump effect, is that the court seems to accept, or at least reluctantly accept and recognize that with the nature of debate or discussion online, it's almost inevitable that you will get a lot of vulgarity and offensive types of expression there. Now, insofar as those types of expression do not make a meaningful or a significant contribution to public debate, one must assume that they will receive a lower level of protection compared to the types of expression that do contribute to public debate. So the court, well, maybe I shouldn't use the word accepts it. It recognizes that this is a feature of the online environment. So I think when I'm grateful to Gwynael for mentioning the criteria from Axel Springer, which I had in my notes but didn't mention. There are a number of contextual factors that the court will look at by way of standard. So what's the nature of the speaker, what's the nature of the contribution to public debate, and so on, and so forth. And they're very, very important for trying to gauge the contribution to public debate. And then maybe one final point to mention is that because a number of actors have emerged as gatekeepers in this online environment, and by that I mean they can control access to fora and also what is prioritized within fora to an extent when they use recommendation systems. They have very, in some cases, they have a lot of concentrated communicative power. And the Delphi case, Delphi in Estonia, that some of you may be familiar with, it was the first time that the Grand Chamber of the court tried to engage with the, I suppose, the rights, duties, and responsibilities of an internet portal. Now, what was significant about Delphi was that it was a news portal. And do you know the case, or should I give a quick summary of the facts? Please do. Yeah. They, a news item was published on this news portal, and it was about a controversial topic, and it was written maybe in a little bit of a provocative way. That was all okay. But in the comments that readers and users of the portal sent in, so the below the line comments, some of those were very went much further, and in the particular case, particular instance that was at the center of the Delphi case, the court found that it amounted to hate speech. So then you have the whole big question about what level of responsibility or liability the news portal in question should have for those types of expression. They didn't produce the expression themselves, but it did take place on their platform, even though the comments in question have been written by third parties. So the court looked, amongst other things, at the system that Delphi had in place to deal with that. So they had an automatic filter, which wasn't very good. They also had a notice and takedown procedure. But the problem in this case was that they were only notified about the problem by the applicant about 6 weeks after the comments had been produced. And then pretty quickly after that, they took them down. So these are a lot of questions that are related to the technical capabilities and affordances of the portals or the different actors in question. And whereas the European Court of Human Rights was looking at this in terms of freedom of expression and whether there had been a violation of freedom of expression, at the EU, you've got a huge dynamic at the moment that is looking at all of this from the perspective of the Electronic Commerce Directive and particular provisions in that directive that create a so-called safe harbor or an exemption from liability when the hosting providers are very passive and they don't take any
any active measures to interfere with the vote. But then one of the big questions at the moment, I'll shut up after this, is what do you do if you don't create the content, but you've got algorithms in place that recommend it or give it a certain prioritization within your networks? Is that the same as editorial control? Do you call it editorial-like control? Or is it an organizational question? And how should that relate to duties, responsibilities, liabilities, etc.? The answer could be your participation to the flow beyond control. You provoke a flow beyond control. You participate to the flow. We lost the control. Your liability. Can I ask Guénel to comment briefly on the issue of the internet? And I'd like to ask you specifically whether that development, which has changed the broader in the category of both speaker and audience, as well as the nature of public debate, whether you think the categories of the European system are able to handle that development, or whether they need to be abandoned altogether. C'est exactement là-dessus que je voulais réagir. C'est ce que je voulais dire, c'est que la question de la nouvelle technologie, ça met en crise la question qui nous occupe à deux égards. Premier égard, c'est que c'est toujours décontextualisé ce qu'on a sur Internet. Totalement, c'est-à-dire dans le temps, dans l'espace, d'où ça sort, on ne sait pas. Or, toutes les études, toute la perception, toute l'analyse juridictionnelle du speech, c'est centré sur le contexte. Qui parle, où, comment. Et donc, c'est aussi la crise de l'ironie, la crise du second degré, la crise de la parole, en fait, est liée à cette décontextualisation globale. Pour les juges, ça pose des problèmes redoutables pour caractériser l'injure, la diffamation et que sais-je. Et à mon avis, le deuxième renouvellement qu'introduit cette question de ces nouveaux modes de communication, c'est que l'atteinte à la réputation, qui est comme au cœur de la notion de diffamation, l'atteinte à la réputation demande à être un peu repensée, puisque Internet c'est éternel. Il n'y a pas seulement un problème d'ubiquité, il n'y a pas seulement un problème de décontextualisation, il y a aussi un problème d'éternité. Et si on regarde les problèmes d'atteinte à la réputation qui sont actuellement dans la Cour de justice, par exemple, c'est la question du déréférencement. C'est-à-dire, c'est éternel, on demande un droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est quoi? C'est pas nécessairement des propos diffamatoires à l'origine qui restent sur Internet, mais ça peut être un article sur une condamnation dont on a fait l'objet. Et pendant, jusqu'à votre mort en fait, des décennies et des décennies, quand on tapera votre nom sur un moteur de recherche célèbre, on tombera sur l'article qui présente votre condamnation ou une photo de vous nu et ivre-mort à l'occasion d'une fête d'étudiants. Bon, c'est une atteinte à la réputation qui ne doit pas nécessairement être rapportée à la qualification de diffamation, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est un problème majeur. Et le préjudice réputationnel qui maintenant, dont Internet et les nouveaux médias sont la source, ça nous oblige quand même à repenser un peu la notion même de réputation, la notion de droit à la réputation, et c'est sûr que ça renouvelle beaucoup la matière. Juste en réaction sur la décontextualisation, il faut recontextualiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de laisser la raison technique nous offrir un produit décontextualisé. Nous ne faisons pas de travail sur la raison, on fait un travail sur le juste, sur le droit, et à nous de recréer des contextes. Et il faut refabriquer des contextes, redéfinir des espaces. C'est plus les espaces de la lithosphère terrestre, aérien, maritime, etc. Il faut réinventer ça et il faut recontextualiser, mais on ne le fera pas autrement. Il faut le réinvestir. Rien n'empêche de le faire. Il n'y a pas d'obstacle. Next question. Yes, please. Vous pensez qu'il faut être plus sévère par rapport à la diffamation sur Internet? Juger différemment une diffamation qui a lieu sur Internet ou qui a lieu dans les journaux? Moi, je vous garderais bien de formuler la moindre préconisation, que ce soit, surtout que ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. Vous vous souvenez, peut-être pas, parce que vous êtes un peu trop jeune, mais quand on a eu un problème avec la vente d'objets interdits en France, qui sont des objets liés, des symboles et des emblèmes nazis, on a eu une grande difficulté de conflit de droit avec le droit de la Californie, qui lui, naturellement, s'opposait à ce qu'il soit fait obstacle à la vente et à la proposition de ces objets sur les sites.
Et donc là, ça nous dépasse totalement, à la fois techniquement, juridiquement, je connais strictement rien. Je ne répondrai pas du tout à votre question. Par contre, sur la question du droit à la réputation, en fait du droit à l'oubli, là on voit très bien que c'est une question d'allocation du coût. C'est-à-dire, est-ce qu'on. Le problème techniquement, on peut le résoudre, c'est le déréférencement. Est-ce qu'on impose aux éditeurs en ligne de supporter le coût du déréférencement ou est-ce qu'on impose. Enfin, comment on l'alloue ce coût? Ça, par contre, je pense que techniquement, c'est pas super compliqué. En revanche, la question que vous posez, celle de l'imputation de la responsabilité, etc., là, je passe. The hand in the back, yes, please. Alors, d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions. Très intéressantes. Vous avez en partie répondu à la question que vous voulez poser. En fait, je me demandais, en termes d'efficacité, s'il n'était pas légitime de s'interroger sur l'application effective du droit à la diffamation à l'ère du numérique, considérant toutes les questions qui se posent dans ce cadre-là, donc l'identification des auteurs, comment il serait possible de lutter contre une diffamation quand les données en cause sont potentiellement éternelles, ce que vous disiez à l'adresse en ligne dans Trailer. Donc, comment on pourrait rendre à l'ère du numérique efficace la lutte contre la diffamation? Je fais la même réponse qu'à madame. Moi, je n'ai pas les compétences techniques du tout pour répondre de manière informée à cette question. Couple more questions. Just want to comment on this transition that the internet has brought about in the principles that the courts use. And it seems to me that particularly the Strasbourg approach, which has big emphasis on the democratic aspect of free speech, and the first category of people against whom we have more of a discretion to criticize was the politicians. But what we've seen since then was a shift of political power from politics to centers outside the normal process. So you have the internet now being influencing elections. So political power has shifted from traditional modes of democratic decision making away from parliamentary process and legislative process. And inevitably that should mean a shift of emphasis from an extension of the group of what counts as a public figure or public debate, but that not just the development of the internet, it's that political power has now become more diffuse. Right? It has shifted away from the normal channels of democracy, away to centers on the internet, trying to influence elections, and the power of the internet over matters of politics. The multinational corporations is another one, right? They may be more powerful in many ways, like Google and Microsoft. They have more power than any single government in the world. So inevitably, if the principle giving more protection to free speech stems from the political power and occupies, that has become way more diffuse these days, right? So inevitably you have to reorganize categories because of that fact, not just the technology, but because of the shift of power. We have a hand in the back, yes. Oui, alors merci à tous. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le numérique, ma question, mais du coup ça a à voir avec la diffamation. Monsieur McDonnell, vous avez parlé donc assez longuement de l'affaire McDo aux États-Unis avec des pamphlets qui avaient été distribués. Et vous avez dit que la CEDH, notamment, avait traité la question de l'inégalité des armes entre les parties. Et je voulais savoir, en fait, dans quelle mesure ça avait influé sur l'appréciation du caractère diffamatoire, parce que il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouve en droit français. Donc voilà, juste parler de cette inégalité des armes, si... To you take it, right? Yeah. It was relevant. It was relevant for free expression issues, but it was even more relevant in the context of Article 6 of the Convention, of the European Convention on Human Rights, which deals with the right to fair procedures before a court of law. So in that sense, it was a particular feature of the UK defamation law at the time that you couldn't get free legal aid. So that put these two individuals, Steele and Morris, at a huge disadvantage. So it was of greatest relevance for Article 6, but it was also relevant because what you see coming out of the case law of the court generally is that rights shouldn't be theoretical or illusory, but they have to be practical and effective. And in that sense, an effective right to freedom of expression will involve an ability to participate in public debate. So if there was, that could also be relevant in a level playing pitch for freedom of expression. You also see it in some other cases
which involve a blanket ban on political advertising or religious advertising. Often the reason for having those prohibitions at the national level are to prevent rich, dominant groups in society, whether political or religious or commercial indeed, from having an unfair advantage in what should be an egalitarian public space for public debate. Doug, I think say more about how the right to reputation applies to corporations. Corporations, that's a bit controversial, but that's why I asked. One distinction that the court makes is that if it's a corporate entity or whether it's an identifiable member of a corporation, and particularly at the higher management levels. And what's interesting as regards those high-placed officials in commercial bodies is that the court has used its principle about politicians, which originated in the Liggins case, and it has extended it further. Now, it had already done that for high-ranking civil servants, but in terms of business persons, the same logic is applied by the court, namely that, you know, if you're at the managerial level, you can expect a certain amount of scrutiny, either from the public or from shareholders. So that kind of that influences the amount of criticism that you should be able to expect. I have personally some difficulties with you know, the notion of commercial reputation from a free speech perspective, because I can understand the business interests of having a clean and shiny image, but I think in practice that could very quickly have a reverse chilling effect, as has been mentioned, if there's too strong protection for commercial reputations. I mean, I think there's a certain amount of subjectivity there, and you're not dealing with the same rights of individual persons if it's just the corporate brand. Thank you. We have time for a couple more questions. Yes. Je vais revenir sur les propos de M. Archer en introduction, et notamment sur la notion finalement de diffamation et la notion d'abus de droit. Puisqu'effectivement, lors de toutes les interventions, on parle souvent de la mise en balance. Or, justement, la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle monopolise donc l'article 17, donc la notion d'abus de droit, au stade même de la recevabilité, elle n'effectue même pas cette mise en balance. Elle l'a fait pour effectivement M. Garoudi, et elle l'a fait aussi pour M. Dieudonné de 2014. Bah, il le fait aussi récemment. Ah ouais, je l'ai vu quand même. Oui. Et donc, ma question, elle est, quelles sont, à votre avis, même à tous les intervenants, la frontière entre quand est-ce que finalement quelqu'un peut se prévaloir, ne serait-ce que de la liberté d'expression, parce qu'effectivement, en ne regardant même pas sur le fond, en ne contrôlant même pas la proportionnalité, il n'a même pas le bénéfice de la liberté d'expression, c'est déjà, je veux dire, une première victoire. Et donc finalement, quelle est, selon vous, la frontière entre pouvoir se prévaloir de la liberté d'expression, mais finalement en avoir une atteinte proportionnée ou non, et finalement ne même pas pouvoir en prévaloir, sans prévaloir, pardon. Oui, vous avez raison. Si vous prenez l'affaire Yersil, vous avez, bon, si les skinheads avaient porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'à ma connaissance ils n'ont pas fait, je ne savais pas que ça existait, je ne sais pas, mais sans doute qu'on aurait utilisé l'article 17, c'est-à-dire dire que leurs demandes n'étaient pas recevables. En revanche, Yersil, qui était un journaliste, n'était pas directement accusé de racisme, mais d'avoir diffusé des propos racistes, d'avoir été imprudent, etc. Yersil, donc l'affaire a été considérée comme recevable, donc ça a été jugé sur le fond, sur les mérites, et c'est vrai que là, il y a eu effectivement, il y avait un processus de mise en balance, puisque c'est par le principe de proportionnalité que pour finir on l'a sauvé en disant que c'était le watchdog of democracy, c'était important, c'était la presse, etc. Des choses comme ça. Alors effectivement, c'est la légitimité de l'article 17 qui est en cause, puisque c'est un peu le principe, c'est pas général, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc c'était pour éviter Weimar,
C'est pour éviter que ceux qui commettent des actes et actions, parce que le discours est un acte ou action, je ne sais pas si ça va être un problème, qui contredisent les valeurs de la Convention, enfin je ne me rappelle plus la formulation exacte, que ceux-là ne puissent pas se prévaloir de la Convention. Quelque part, ils se débrouillent avec leur État. Alors, c'était une idée de démocratie militante, comme militant democracy, c'est-à-dire l'idée qu'on va les empêcher de se prévaloir de la Convention et qu'ils n'auront pas le bénéfice d'une étude, d'une appréciation, d'une étude sur le fond. Alors, c'est vrai que cet article est un article problématique, puisque ça fait en sorte qu'il n'y a pas la fameuse mise en balance dont on a parlé tout à l'heure et à laquelle la Cour a recours, puisqu'on sait très bien que la Cour a plus recours à ce qu'on appelle le ad hoc balancing aux États-Unis, alors que la Cour suprême a recours au categorical balancing. Donc c'est vrai que ça pourrait priver un certain nombre d'individus d'un examen sur le fond, puisque effectivement vous avez une décision d'irrecevabilité qui donne un certain nombre d'arguments sur le fond, mais enfin qui est quand même très brève, et puis c'est fini, puisque l'affaire ne sera pas jugée. Je voulais simplement dire aussi, je vais profiter de ça peut-être pour, non pas pour défendre la Cour suprême des États-Unis dans l'élargissement de New York Times v. Sullivan. Si je vous comprends bien, vous considérez que pour New York Times v. Sullivan, c'est-à-dire pour les agents élus, c'est encore légitime. Enfin, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que c'est encore légitime pour les membres des services publics non élus? Mais ça deviendrait problématique à partir du moment où on ferait de l'étiquetage pour les célébrités et pour ceux qui exercent un certain type de pouvoir économique, parce qu'à partir de ce moment-là, ils pourraient beaucoup plus difficilement se défendre s'ils considèrent qu'ils sont diffamés. Mais au fond, la Cour, si la Cour était tellement méfiante, et c'était le juge Brennan qui a rédigé cette décision, si elle était tellement méfiante vis-à-vis du balancing, Warren. Je crois que c'était Brennan. C'est Warren? Ah oui, c'est Warren. Non, c'est la Cour Warren, mais est-ce que c'est... C'est Warren. Je crois que c'est Brennan, mais je peux... Ah, c'est sans doute raison. Non, je suis dans les choses, c'est Warren. Je ne connais pas Brennan, mais celui... Tu vérifies là. Oui. On vérifiera, ça n'a pas d'importance d'ailleurs, parce que Warren et Brennan étaient effectivement les deux figures. Warren à la présidence et Brennan qui n'a jamais été président depuis très longtemps de ce tournant libéral de la Cour suprême. Mais la Cour suprême, quand elle a refusé le balancing, c'est parce que le balancing avait été utilisé par la Cour dans les années 50, et en particulier à l'époque du macartisme. Et que donc à ce moment-là, faire du balancing entre la liberté d'expression et la sécurité nationale et d'autres valeurs qui avaient été invoquées, ça a très fortement affaibli. Et donc quelqu'un comme Black s'est toujours opposé à ce type de balancing en disant c'est les constituants qui ont fait le balancing. Et ils ont dit no law means no law, le premier amendement, on l'a cité tout à l'heure. Donc quelque part, je peux comprendre qu'ils aient adopté une attitude catégorique. Maintenant, je comprends, je suis tout à fait d'accord, ça arrive souvent, etc., qu'il y a eu à un moment une certaine dérive qui a été d'ailleurs limitée pour la personne privée qui voulait engager un débat d'intérêt général, là, le Rosenberg ou Rosenblum. Mais c'est vrai que le balancing peut avoir des effets très délétères, comme on le voit dans la règle Preminger sur la liberté d'expression. Donc on peut essayer de les défendre tout en essayant d'éviter les dérives. Enfin, c'est comme ça que j'essaierai de comprendre la chose. Après, d'abord vous avez raison, c'est Brennan, excusez-moi, c'est Brennan, j'en vérifie. Deuxièmement, ça dépend aussi comment on pratique, parce qu'il y a aussi du balancing en trompe-l'œil. Par exemple, le strict scrutiny, donc le contrôle strict qui s'applique quand il y a une atteinte aux droits fondamentaux ou quand une distinction législative est fondée sur une catégorie dite suspecte. À vue de nez, tel que c'est présenté, c'est du balancing, c'est-à-dire on va chercher s'il y a un intérêt légitime, prépondérant, fondamental qui justifie la différence de traitement. En vrai, dans toute l'histoire de la Cour suprême des États-Unis, il n'y a jamais eu de validation, sauf avec l'affaire Korematsu, sous l'empire du test strict scrutiny. Donc il est strict in theory and fatal in fact. Donc ça a l'allure du balancing, ça a la couleur, l'odeur du balancing, en vrai, ça n'en est pas. Donc après, c'est sur des étiquettes quand même, balancing et categorical reasoning. Il faut regarder comment c'est vraiment mis en œuvre.
ce que fait le juge, parce que ce que vous évoquez, que le balancing a été discrédité notamment par l'usage qu'on a fait Frankfurter sous McCarthy, avec l'affaire Dennis, etc., c'est pas le balancing en tant que tel qui pose problème, c'est le poids excessif accordé aux intérêts poursuivis par le gouvernement. Mais c'est pas le balancing en tant que tel, il aurait pu conduire à un tout autre résultat en réalité. Tout à fait, mais c'est pour ça qu'il a été discrédité. Oui, il a été discrédité à cause, mais c'est pas inscrit dans ses... C'est ça. But I'm in this terrible position in which I stand between you and lunch. And I hate to be in that situation. So I think it's now time to bring this really engaging and interesting session to a close. I'd like to thank all the participants for their really rigorous presentations. I, for one, took a lot away, and I'd like to ask you to join me in thanking all the presenters for this amazing morning we had so far. Thank you so much.